My wife's name was Pam. And you're gonna say it before you die. I didn't kill your wife. A decision did. Pawns, John, both of us were just pawns serving the same king. Do you know I'm in the CIA, John? Did they tell you that? We wanted you here. You or anyone like you. What did they tell you, that you were here to prevent an upcoming attack? There are no other ops, John. You and me being here is the op. We fancy ourselves true patriots. We accept the possibility of our death. Both of us. Our lives offered willingly for the highest cause. Yeah? What cause is that? America, John. All we have to do is die. No. Wait. Let's just talk about things. Let's just talk for a little bit longer, okay? Those behind us in Washington are not the only true patriots. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice. Yeah. Salut kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 13, épisode 34. Cette semaine, émission années 90, vengeance et divinité, en prise avec les remords des hommes. Dans la vie, malgré tout, vaut mieux faire des sottises que de ne rien faire du tout. C'est une philosophie qui a son bon côté, le bon côté de la vie, qui donne envie de chanter et de niquer la face des méchants. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris, ce soir au programme, nous parlerons de films qui vont nous replonger, en tout cas, si ce n'est dans l'époque, au moins dans l'esprit des années 90, avec deux films d'abord en ressorti en DVD et Blu-ray chez Spectrum Film, des Rebelles du Dieu Néon de Tsai Ming-liang, film de 1993 qui était sorti en France en 1998. Et enfin, une sortie directement sur Amazon Prime du nouveau film de Stefano Sollima, Without Remorse, avec Michael B. Jordan, adapté de Tom Clancy. Il y a un film qui a une bonne vibe de 1996 à peu près. Pour le parler de ce joli programme autour de cette table, il y a la fine fleur de la critique du Grand Ouest, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. De retour dans l'émission, on peut le dire maintenant, elle a un avenir, elle a appris à compter et à trier les chiffres. Il y a Justine. Bonsoir Justine. Bonsoir à tous. Ravi de vous revoir ma chère. Ravi, hein, en tout pleine à fait. forme, ça va? Tout va bien, je suis très contente d'être avec vous. Et à la mise en son de cette émission, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc voilà, c'est le programme. Avant de passer à la section critique, petite news avec Comptoir du Doc qui depuis quelques semaines, avec les différents confinements, de coup, comme beaucoup d'associations, n'ont pas pu organiser tous les événements et les projections qu'ils avaient prévus, mais ils ont donc lancé un site, un blog sur la création documentaire qui s'appelle Les Fugues de Comptoir, qui invite justement sur différents formats, soit des vidéos, des interviews écrites ou des podcasts audio
audio pour essayer de penser, de questionner et de repenser et les formes documentaires de manière générale. Donc ils mettent en ligne des nouveaux contenus, comme on dit, tous les mercredis. Donc je vous invite à aller voir ça parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont très intéressantes qui sont mises en ligne, notamment sur par exemple l'interdiction de filmer certains corps de pouvoir, on va dire, et comment est-ce qu'après on peut organiser une pensée critique et un mode documentaire autour de tout ça. Donc il y a plein de choses à découvrir sur leur site, donc lesfuguesdecomptoir.org. Je ne sais pas si vous avez d'autres news, messieurs. Les salles rouvrent maintenant la semaine prochaine, le 19 mai. 36 films de prévus le premier jour, de nombreuses reprises qui datent d'avant le confinement déjà. Ça va être l'embouteillage, il va y avoir des morts, ça va chier, des têtes vont tomber. Ça promet, peut-être que des nouveautés aussi vont sortir, mais bon, à mon avis, ça sera plus à l'été ou alors au printemps. Il y a notamment le nouveau film de Paul Verhoeven qui devrait sortir à l'automne, je crois, ou au début de l'été, je sais plus. Je crois que c'est en juillet, non? En juillet, Benedetta, qui devait déjà sortir l'année dernière. Il y a Cronenberg qui tourne un nouveau film aussi. Oh bah dis donc. Et le Léos Carax. Ah oui. Et un Dumont aussi. Ah oui, par contre, ah oui, qui s'appelle France avec Léa Seydoux. avec Léa Seydoux. Voilà, ça, je pense que ça va être. Et Benjamin Biolay aussi. Oui. Hein. Oh la douleur. Oui, alors moi, quand j'ai vu ça au début, je me suis dit, ça aurait été pas mal qu'il fasse un biopic de France Gall. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est musique, et le film est mis en musique que par Christophe, qui est mort il y a un an. Donc, visiblement, ils avaient quand même bouclé un peu tout ça déjà l'année dernière. Et comme disait Thibault, donc il y a le nouveau film de cinquantenaire. Voilà, il y a aussi le nouveau film de Léos Carax, écrit par les Sparks, qui devrait sortir à l'été. Ça va être formidable. Ouais, je pense ça va que être ça bien. va être très chouette. Donc voilà, on va passer à la section critique de cette émission. Nous allons nous déplacer du côté de Taïwan en parlant de Dieu. Mais donc n'oubliez pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Dieu. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était le King, c'était Elvis Presley avec There is no God but God. Et de Dieu, donc il va en être question dès à présent. Vaguement. Vaguement, très vaguement, mais au moins dans le titre du film, donc dans Les Rebelles du Dieu Néon, film de Tsai Ming-liang de 1993 et qui, comme je le disais, était sorti en France en 1998. Et c'est un des premiers films de Tsai Ming-liang, si ce n'est son premier, c'est son premier film, donc qui après accédera, on va dire, à la reconnaissance internationale et notamment en France à partir du début des années 2000. D'ailleurs, ce film-là, donc, comme je le disais, avait connu une sortie dans nos contrées assez tardive, et il est devenu quand même par la suite un peu un des cinéastes de Taïwan les plus reconnus à l'international, d'autant que lui, il n'a que très peu de fois tourné en dehors de son pays, à l'inverse par exemple d'un Ang Lee qui lui assez vite au milieu des années 90 était parti faire des films à Hollywood. Et donc Tsai Ming-liang avec ce film-là, c'est un petit peu, en tout cas, annonciateur ou bien programmatique d'une bonne partie de sa filmographie, à la fois en termes formels et on va dire en termes de discours de manière générale. En termes formels, donc ça va être un film très léché avec un énorme jeu sur les contrastes, sur les lumières et sur les flashs qui va mettre en scène dans beaucoup du reste de sa filmographie, un petit peu d'une certaine manière comme Wong Kar-wai à Hong Kong, qui traite un petit peu des mêmes thématiques et des mêmes, on va dire, volontés esthétiques au début des années 90, avec toujours des couples en crise, des jeunes qui se cherchent, ceux qui se recherchent, même si parfois chez Tsai Ming-liang il y aura un côté un peu plus volontiers homocentré, on va dire, que chez Wong Kar-wai, même si chez Wong Kar-wai, c'est toujours des questions un peu troubles, on va dire. Et donc, ce film-là a un pitch, on va dire, qui pourrait le faire ressembler à une série noire où c'est un jeune qui devient un jeune à mobilette, qui devient un pote avec un autre jeune à mobilette, qui a agressé son père à coups de clé à molette, je crois, ou je ne sais plus. Et donc, Pété son rétro. Voilà, qui a pété son rétro. Donc, C'est un antivol. du coup, évidemment, ça va partir un peu en sucette et ça va être une dérive, en fait, c'est à Taipei, donc voilà. Donc sur un fil narratif, on va dire assez ténu, il va développer pour le coup
Enfin, il va commencer à programmer en fait tout son horizon de mise en scène qui va éclater notamment à la fin des années 90 et encore plus au milieu des années 2000 avec Goodbye Dragon Inn et La saveur de la pastèque. Donc Justine et Docteur, ici vous avez vu le film, et vous-même Docteur, vous êtes, on peut le dire maintenant, un spécialiste de Taïwan depuis que vous êtes allé en OPEX. Oui, j'ai foulé les rues de cette charmante cité, bon, qui est plus la même cité aujourd'hui, parce qu'ils fument quand même beaucoup de clopes dans le film, ce qui est aujourd'hui. C'est bien les 90, ça pour le coup, ça fume comme des pompistes. C'est possible. Par contre, effectivement, il y a cette parce que c'est un film très nouvelle vague en fait quand on y réfléchit en termes d'esprit, c'est-à-dire d'une jeune caméra très libre, voilà, jeune. une jeunesse qui est un petit peu perdue, qui sait pas bien en fait si elle doit rechercher quelque chose ou pas en fait, et à travers ces personnages qui sont des petits criminels mais pas vraiment dangereux, qui sont pas, il y a pas de grande, comment dire, justement toute l'aspect série noire en fait disparaît assez rapidement pour laisser place à une chronique en fait de la vie nocturne notamment à Taïwan, et moi c'est un truc que j'aime bien dans le cinéma taïwanais, c'est que c'est plus, comment dire, les questions de sentiments ou les questions de sexualité sont généralement exprimées de manière un peu plus franche qu'à Hong Kong où il y a des tabous quand même un peu plus importants, et là c'est vrai moi je trouve que on croit assez vite à ces personnages, puis avec quand même une espèce de sens du symbolisme que moi j'aime bien, notamment cette espèce d'appartement dans lequel vit l'un des personnages, qui est un appartement qui passe son temps à être inondé, à avoir des remugues d'égout en fait, et donc il patauge dans l'eau, et c'est voilà, il y a une espèce de mélange comme ça, voilà, de comment dire, de cinéma vérité, si on peut utiliser ce terme-là pour le cinéma taïwanais, mais de cinéma vérité, puisque c'est tourné majoritairement en décor naturel, hein. Je pense qu'il y a très très peu de tournage en studio à mon avis, mais avec quand même toujours cette espèce de côté assez symbolique dans les situations, dans il y a des lieux comme ça, les lieux les jeux d'arcade, enfin les bandes d'arcade qui montrent, enfin ça montre très bien, je trouve, la difficulté en fait pour les jeunes Taïwanais d'aller vers l'autre, puisqu'ils sont dans une société qui passe son temps à les individualiser de manière extrême, que ça soit dans les bornes d'arcade où ils sont seuls chacun devant leur écran, ou que ça soit dans un truc un espèce de centre téléphonique, voilà, où une fille vous parle et vous dit des mots. Aussi qui a quand même une géographie et une place de manière générale assez particulière, un peu comme Hong Kong, c'est assez enclavé et ça permet quand même énormément de circulation entre différentes ethnies, entre différents peuples, entre différents caractères, on va dire, de manière générale. Alors moi je dirais pas enclavé, parce que Taipei par rapport à Hong Kong c'est une ville qui est beaucoup plus étendue, même si elle n'est pas forcément plus peuplée, hein, mais c'est une ville qui est très très étendue, c'est une ville dans une plaine en fait, mais il y a les montagnes qui sont pas très très loin, et donc c'est assez intéressant de voir justement. Alors moi j'ai essayé de repérer un peu où est-ce qu'ils vont, dans quel quartier ils vont. Ils restent en gros dans le centre de Taipei, hein, ils vont pas trop dans la banlieue, et il y a c'est une ville surtout c'est une ville qui est un peu comme Hong Kong, c'est une ville qui est très carrée avec des rues droites en fait, il y a très peu de détours, de virages, c'est une ville qui est très très géométrique, avec des bâtiments qui sont très très géométriques également, et je trouve que c'est une ville qui se prête assez bien justement à parler de cette espèce de sentiment de solitude au milieu de la multitude. Je trouve que ça fonctionne assez bien, en tout cas à mon avis, dans ce film-là, quoi. Je te rejoins tout à fait, et pour moi le film est assez matriciel, ou peut-être pas matriciel, mais axé exemplaire d'un cinéma un peu soustractif. Je trouve que le film montre très bien comment des personnages complètement seuls, qui n'arrivent pas à communiquer, arrivent quand même à prendre corps dans un espace urbain qui est celui assez particulier de Taipei, et comment ils arrivent à se lier avec des choses qui leur échappent. Parce qu'en fait, contrairement je crois à ce qu'a dit Thomas dans la présentation, les deux protagonistes ne sont pas du tout amis, ils se connaissent pas. Il y en a un qui suit l'autre. Exactement. En fait, et on sent qu'il y a un désir de ce personnage-là qui incarne un petit peu le dieu dans le film. Sa mère le dit à plusieurs reprises d'ailleurs. Un petit peu cette dimension spirituelle qu'il faut donner un sens à sa vie, et là visiblement lui il est un petit peu l'incarnation d'un démon, va chercher à fuir son quotidien, il va se désinscrire de son école, il va prendre les sous qu'il a pour aller faire la fête et retrouver les deux voyous et cette jeune femme dans les rues de Taipei. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est lié à l'errance, ils sont laissés à eux-mêmes et ils sont laissés à la contingence du monde. En fait, ils vont chercher un sens à
à leur vie, mais en fait, tout en se rendant compte qu'il n'y en a aucun. Et en fait, le sens va advenir par des choses extérieures, comme la ville, évidemment, le cadrage urbain, ils sont à chaque fois mobiles, en fait. On les voit toujours sur une mobilette, toujours à pied, ils déambulent tout le temps, ils se représentent dans des espaces petits. Alors, certes, cet appartement qui prend toujours l'eau, d'ailleurs, l'eau, chez Tsai Ming-liang, visiblement, c'est quelque chose qu'il aime bien, parce que toujours Les inondations. tout prend l'eau, ou alors il n'y a plus d'eau, comme dans La saveur de la pastèque, et on remplace ça par un autre fluide. Et du coup, voilà, il y a toujours cette dimension extrêmement intimiste et qui représente vraiment la solitude. Alors, je trouve que le film-là est beaucoup moins maniéré, voire maniériste, qu'est-ce qu'il a voulu peut-être faire après, comme dans Visage avec Laetitia Casta, où là, on a quelque chose de beaucoup plus plastiquement très 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 léché. Là, ça. Ouais, mais c'est moins aimable du coup dans le visage, c'est moins agréable quand même. Ça, je pense que c'est aussi ce qu'il faut préciser, c'est que moi j'ai pas ressenti dans ce film-là cette espèce de, il y a du spleen, mais c'est jamais, enfin moi j'ai pas trouvé que c'était traité de manière mélodramatique, et notamment, et c'est ça qui est intéressant, c'est que non, ça reste assez léger, étonnamment. Et il se passe des choses quand même, c'est-à-dire que ces personnages qui n'ont pas de sens, c'est aussi des personnages qui ont du mal à communiquer les uns avec les autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a un qui suit l'autre sans oser lui parler. C'est pour ça que le jeune homme et la jeune fille, ils ont une relation, mais c'est une relation qui est compliqué avec des espèces alors ça c'est avec des trucs qui sont assez taïwanais, notamment le fait quand ils vont à l'hôtel, c'est des love hotels en fait, avec des pornos qu'on diffuse, parce qu'en fait quand on est un couple à Taïwan, on peut pas ramener on vit avec sa famille, généralement, et on vit ça avec sa famille jusqu'à assez tard en fait, donc on peut pas ramener sa petite amie ou son petit ami dans le cocon familial, ça se fait pas trop. Donc en fait il y a toujours des love hotels comme au Japon, c'est-à-dire où tu prends une chambre pour une nuit, tu prends une chambre pour 1 heure, et tu peux aller avoir un moment d'intimité avec ton compagnon ou ta compagne. En m'attendant des films de boules. Voilà, mais avec une espèce de vulgarité sexuelle affichée, et c'est ça moi que j'ai trouvé assez touchant dans le film, c'est que il y a une histoire d'amour quand même entre ces deux personnages, c'est-à-dire ce mec qui est beau gosse, un peu voyou, mais qui du coup est enfermé dans son personnage de beau gosse voyou, qui provoque l'envie de l'autre personnage masculin, mais d'une envie jusqu'à la destruction matérielle, notamment de sa moto, et de son émasculation finalement par biais de moto, par jalousie quoi. Et pourtant il y a des plans, par exemple il y a une scène où les deux, le petit voyou et puis son pote, ils se font péter la gueule parce qu'ils ont essayé de la faire à l'envers à des mecs un peu plus violents qu'eux. Et il y a une scène moi que je trouve très très belle justement dans cet appartement inondé où la fille arrive et le mec lui dit mais tu veux pas serrer mon pote dans ses bras parce que c'est ce qu'il veut quoi, tu vois, et du coup à ce moment-là toute cette espèce de frustration sexuelle en fait qui n'a pas arrêté de s'exprimer dans le film devient quelque chose de vraiment affectueux. Et justement juste après il y a une autre scène où les deux personnages se déclarent leur amour, en fait se rendent compte en fait qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, et ils ont tellement de mal à se le dire que moi j'ai trouvé ça très bien, moi, quand ce moment où très 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 calme dans un couloir comme ça où il se serre dans les bras, et c'est très très sobre. Il n'y a pas de grandes larmes, il n'y a pas de grandes déclarations, mais justement quelque part c'est pour ça que le film n'est pas négatif pour moi, c'est que c'est un film de spleen, mais c'est un film où derrière le spleen, peut-être que le but de leur vie, c'est pas autre chose que ça, c'est d'essayer de trouver quelqu'un à aimer, en fait, quoi, tout simplement. Là aussi, dans ces moments-là, dans ces moments un peu plus calmes, ces moments de déclaration qui sont presque sans parole, c'est là où il en fera, entre guillemets, le moins en termes de mise en scène. Il arrêtera justement de jouer sur des gros néons, sur des flashs, sur peut-être des effets de ralenti, ou trucs comme ça. Ça sera beaucoup plus sobre que le reste, notamment les scènes de cavalcade où ils sont en moto dans la ville, où ils vont justement surjouer cette espèce de virilité adolescente, où là finalement après ça va devenir un peu plus calme, un peu plus justement presque réaliste entre guillemets. Oui, mais après ça, je pense que ça participe de l'épure aussi du film, qui est, je trouve, par rapport à ce qu'il fera après, beaucoup plus ascétique. C'est quand même beaucoup plus brut comme matière. Il y a finalement peu d'effets. Alors il y en a dans la construction plastique des scènes, dans le cadrage à certains moments, mais on n'est jamais trop dans une vraie course-poursuite, et c'est plus quelque chose qui vient comme ça. Moi je pense à ces scènes dans l'ascenseur, on les voit descendre, monter, ça bloque à un moment et on comprend ça symbolise quelque chose. Carrément, à quel étage ça bloque ? À l'étage numéro 4. Or, normalement, dans les immeubles chinois, il n'y a pas d'étage numéro 4 parce que le 4, c'est l'idéogramme de la mort. Et donc, en fait, dans les immeubles à Hong Kong ou à Taïwan, quand tu prends l'ascenseur, il n'y a jamais d'étage. Normalement, il n'y a pas d'étage numéro 4. Je crois que c'est ça, c'est le 4 qui représente la mort. Et il n'y a pas d'étage numéro 4 parce que ça porte malheur. Et donc, là, assez bizarrement, il y a un étage numéro 4 et c'est là que ça bloque, quoi. Comme dans les cinémas, il n'y a pas de salle numéro 13.
Exactement. Voilà. Et je pense que ça a à voir avec le fait que ça soit le numéro 4. Moi, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Normalement, il n'y a pas de numéro 4 dans les ascenseurs à Taïwan. Et là, il y en a un. Mais comment est-ce qu'ils font pour les films quand ils font des suites? Il n'y a pas de numéro 4? Eh ben, je crois qu'ils font des trilogies. je sais Passe pas de 3 à exactement. 5. Regarde les baby cards, il y en a 6. Je sais pas. Ah, mais je crois que chez les Japonais, c'est pas pareil. Je crois que ça fonctionne pas pareil. Je crois que c'est vraiment propre aux idéogrammes chinois. Et oui, il y a plein d'espèces de moments qui sont presque fantastique en fait, cette inondation qui vient de nulle part, qui se vide, qui se vide et on sait pas pourquoi en fait. Et puis ce truc avec le dieu Nezu, où le fils fait peur à ses parents en imitant le dieu Nezu avec une espèce de présence de la religion comme ça, mais qui ressurgit de manière un peu superstitieuse dans un monde ultra moderne, avec de l'informatique, avec des ordinateurs, avec des jeux vidéo, avec des, tu vois. Oui, parce que ça, c'est peut-être une explication un peu rationnelle pour les parents, pour expliquer un peu la déviance du gamin à ce moment-là. Et même toi, tu sais pas trop pourquoi il va vers cette forme de violence avec les voyous, pourquoi il est attiré par ça. Est-ce que ça lui donne, ça lui donne peut-être la consistance aussi. Attirant, la violence. Mais surtout la question, et moi c'est une question à laquelle le film, à mon avis, répond pas totalement. Et je pense que c'est très bien, c'est que sa frustration, qui est à mon avis d'ordre sexuel, on sait pas trop si elle est liée à de la jalousie parce qu'il est attiré par la fille, ou est-ce que c'est lié parce qu'il est attiré par le gars. Ou les deux, on ne sait pas trop. Voilà, on ne sait pas trop. Mais moi, je trouve que c'est un cinéma, enfin, en tout cas, ce film-là de Tsai Ming-liang, je trouve qu'on n'est pas si éloigné que ça de ce qu'a pu faire quelqu'un comme du cinéma qu'a pu faire quelqu'un comme Edward Yang, par exemple. Et ça, c'est peut-être une des différences entre le cinéma taïwanais et en tout cas de moi ce que j'en ai vu, et le cinéma de Hong Kong. Le cinéma taïwanais est un peu plus, il est à la fois plus franc généralement dans l'expression des mœurs, mais il est souvent un peu plus intériorisé en termes de mise en scène, même s'il y a toujours ce côté très plastique, très maniériste. Oui, parce que c'est vrai que ça l'est moins, quoi. À Hong Kong, de manière générale, chez beaucoup de metteurs en scène, que ce soit à nuit ou bien Choi Ark, c'est quand même plus démonstratif dans la mise en scène, justement. C'est beaucoup plus formaliste et beaucoup plus violent aussi parfois dans les effets de mise en scène. Oui, alors qu'ici c'est quand même. Mais c'est parce que la ville aussi de Hong Kong avait peut-être un caractère immédiatement plus violent et plus reconnaissable que Taipei. Oui, ici, je trouve que ça s'incarne plus par des pulsions. En fait, ça va venir, ça va pas être forcément des grands élans comme une fuite en avant dont je parlais tout à l'heure, mais vraiment plus des ponctuations comme ça de symboles, de pulsions, des choses beaucoup plus. On sent qu'il y a quelque chose de souterrain. Enfin voilà, c'est ça. On sent qu'il y a quelque chose qui affleure en fait. Voilà, moi c'est ça. C'est tout à fait partie de ce genre de film où on sent quelque chose qui est à la marge de notre champ de vision et du champ de vision des personnages, et voilà, dont on ne sait pas trop effectivement si c'est du surnaturel, si c'est du mystique, si c'est du purement symbolique. C'est probablement un mélange un peu des trois, et qui n'a pas forcément vocation à s'expliquer. Et ça, moi je trouve ça très bien, c'est-à-dire de laisser aussi au spectateur, finalement, dans ce récit très réaliste, une part de hors-champ finalement, qui va lui permettre lui d'investir aussi sa propre manière de voir le film, à travers justement ces petites scènes comme ça qui n'ont l'air de rien, mais qui je trouve enrichissent le film et qui donnent l'impression d'un monde qui est plus que ce qu'on nous montre en fait. Exactement, mais ce dépouillement-là, d'une part, il s'incarne dans le mutisme d'un des personnages principaux qui commence à parler très tard dans le film, on entend très peu sa voix. Les autres discutent plus entre eux de façon tout à fait lambda et j'ai envie de dire quotidienne un petit peu. Mais le dépouillement, par moments, il s'efface un peu comme ça avec des pulsions, mais ça laisse totalement en fait une façon de percevoir le film qui est pas du tout didactique. On nous donne pas de clé en main, on nous dit pas comment on doit recevoir ce film, on nous dit pas comment on peut l'apprécier ou non, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et je trouve que c'est ça qui fait la force un peu de ce genre de cinéma, comme je disais tout à l'heure, un peu soustractif, un peu par en bas, c'est que ça nous laisse complètement la porte ouverte à nous imaginer ce qu'on a envie d'y mettre dans ce film-là. Et j'aimerais bien rebondir sur une chose dont tu as parlé tout à l'heure quand tu évoquais la nouvelle vague, c'est que j'ai appris qu'en fait le personnage principal a toujours le même nom dans les films de Tsai Ming-liang et c'est toujours joué par le même acteur. Et ça m'a fait penser un peu à Antoine Doinel dans chez Truffaut en fait. C'est quelque chose comme ça où tu sais qu'il a voulu mettre peut-être un petit peu de sa vie, un côté autobiographique dans ses fictions, mais tu sais que ça lui importe en même temps d'évoluer un petit peu, et comme là c'est le premier film et que ça va pas le lâcher jusqu'à la fin de sa carrière qui est pas du tout finie d'ailleurs, mais ça va pas il va pas lâcher cette chose là qu'il arrive à matérialiser dans ce corps de cet acteur là et lui faire des choses qu'il fait peut-être lui-même, mais ça on le sait pas, et il est très secret d'ailleurs. Tsai Ming-liang il parle pas beaucoup de
de ses aspirations, mais tu Il y a un sens quand entretien même. d'ailleurs dans le Blu-ray du film assez récent avec le réalisateur qui date du début d'année, je crois, qu'ils ont enregistré. Un long entretien d'une 40aine de minutes. Mais moi j'avoue que moi je connais pas très bien Tsai Ming-liang, je connais un peu plus Edward Yang, mais pour moi le cinéma taïwanais c'est vraiment un cinéma qui a eu un peu le défaut en fait d'être un cinéma de langue chinoise, donc est associé de manière un petit peu rapide à Hong Kong ou au cinéma de Chine continentale, alors que il y a quand même les Chinois aimeraient bien. Hein. Il y a des différences, voilà, il y a quand même des différences culturelles quand même qui apparaissent quand même dans voilà quand tu regardes du Edward Yang ou du Tsai Ming-liang, voilà, ou d'autres réalisateurs taïwanais. Je me repense à ce film là dont on avait parlé avec ce chauffeur de taxi qui s'appelait Godspeed. Godspeed, oui. Et justement pareil, qui avait ce côté pas totalement satisfaisant, c'est-à-dire de film noir, mais qui n'était pas vraiment du film noir. Au bout d'un moment, on passe sur des petites routes, et on revient de temps en temps au film noir. Et là, c'est un petit peu ça. On est toujours on est. Ça fait pif paf, ça se balade. Ouais, mais ça se fait pas de manière forcée. Voilà, moi c'est ça que j'ai bien apprécié dans le film, c'est que même si on pourrait y voir aujourd'hui des clichés visuels ou esthétiques du cinéma, des cinémas d'Asie des années 90, hein, voilà, notamment les fameux mecs en slip qui fument des clopes, d'un air triste, voilà, d'un air mélancolique. Il y a des où tu peux compter les marques de rappel de vaccins sur leurs bras tellement ils sont filmés de près, quoi, tu vois. Même s'il y a une imagerie qui a été pas mal reprise par la suite, je trouve que ce film-là, moi, je l'ai trouvé étonnamment frais. En fait, je m'attendais à un film beaucoup plus codé que ça, en fait. Voilà. Et en fait, je me suis tombé sur un film, je me suis dit, mais non, en fait, pour un film de 93, c'est pour un premier film, en tout cas, moi, je trouve que c'est un premier film qui est quand même plutôt convaincant, quoi, et même très convaincant. Moi. Donc, vous l'aurez compris, Les Rebelles du Dieu Néon, c'est frais. Je sais pas si c'est frais, mais moi moi j'ai bien aimé me plonger dans ce Taipei des années 90 à suivre ces petits mecs et ces petites minettes qui savent pas trop où ils vont. Moi je les ai trouvés attachants et j'ai bien aimé être avec eux moi pendant 2 heures de film, quoi. Donc on va s'arrêter là, c'est Les Rebelles du Dieu Néon qui vient de ressortir en combo DVD Blu-ray avec du bonus chez Spectrum Film. On va passer à un tout autre genre et une toute autre ambiance, mais comme chez sans transition et sans remords. Voilà, chez Tsai Ming-liang ou chez Tom Clancy, il n'y a ni remords ni regrets. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et désolé, j'ai entendu des horreurs pendant cette pause musicale formidable de Stéphane Escher qui chantait donc ni remords ni regrets, et de remords et de regrets il n'y en a pas dans Without Remorse, le nouveau long métrage de Stefano Sollima, son 4e pour le cinéma, donc adaptation d'un livre de Tom Clancy qui se déroule dans le Jack Ryan-verse, donc série de livres de Tom Clancy, un des auteurs préférés de notre ancien grand timonier Air Force One Flockley, que nous saluons bien bas, qui donc œuvre dans le monde du techno-thriller à base de gens très très méchants et d'Américains quand même vachement badass, quoi. Et donc c'est une adaptation de Sans aucun remords, donc qui était le 7e roman qui mettait en héros Jack Ryan, donc Jack Ryan qu'on a vu au cinéma plusieurs fois, incarné par Alec Baldwin dans À la poursuite de Octobre Rouge de McTiernan, dans Danger immédiat et Jeu de guerre avec Harrison Ford, par le trou figural Ben Affleck dans La somme de toutes les peurs, et dernièrement par John Krasinski dans la série Jack Ryan. Et Chris Pine. Et Chris Pine, donc aussi dans le film de Kenneth Branagh, The Ryan Initiative. Donc Tom Clancy est un auteur quand même beaucoup adapté au cinéma et puis en série et en jeu vidéo avec les Ghost Recon ou bien les Rainbow Six. Et dans Rainbow Six, il en est question car donc c'est le héros de ce film qui est John Clark, qui est incarné par ce beefsteak. Foutu pour son nom. Non, de par ce personnage. beefsteak de Michael B. Jordan. Film d'ailleurs hein, sur les histoires de pseudo. Et c'est bon, voilà. Donc de quoi que ça parle? Eh bien, ça parle d'un bon soldat bien fort, bien de chez nous en Amérique, donc incarné par donc ce beefsteak de Michael B. Jordan, qui rentre de mission en disant que dis donc que la CIA serait pas en train de nous enculer en essayant de nous faire croire que genre les Russes ils sont pas là, puis en fait ils sont là, donc pas ta caisse. On essaie de nous faire croire que Jamie Bell est américain. Oui, oui, mais on va en parler parce que j'aime bien Jamie Bell. J'adore Jamie Bell. Parce que Jamie Bell, il a vraiment cette tête d'enculé, de fils de pute d'anglais de merde qui est hyper sûr de son énorme bite et
il a cette arrogance anglaise que j'aime beaucoup personnellement, donc il joue un mec de la CIA. L'équipe rentre chez eux, pépouze, ils vont avec leur famille, on sort les poubelles, on prend le petit déjeuner avec les gosses, et là, tous les membres de l'escouade qui étaient à Mossoul commencent à se faire tous dézinguer les uns après les autres. Alep. Alep. Je sais bien que la géographie n'est pas une science exacte. Notion mais enfin, bourgeoise de la géographie au Moyen-Orient. Ah, Au Moyen-Orient. la géostratégie, c'est pour toi. Ouais. Mossoul, Alep. Oui. C'est à 10 km de Alors, distance, ça sent tout ça. C'est là- la banlieue. Il y a quand même les Russes, donc c'est forcément La Syrie. Tu vois. géostratégie dans le film elle-même elle est un peu balbutiante. Et donc là, il dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et lui, Michael B. Jordan, il est pépouze avec sa femme, elle est enceinte, elle est belle, ils ont une belle famille, une belle baraque, c'est cool. Et là, il y a des marlous qui rentrent en pleine nuit et ils vont la dézinguer comme la dernière des merdes. Et Michael B. Jordan, il est blessé, quoi. Il se dit ah putain, bâtard et tout. Donc il va pas bien. Et là arrive. Il fait sa rééduque en 2 scènes. Il fait sa réduc en 2 scènes, parce que au moins le film est quand même économe 1h40, ça c'est bien. Et là, qui arrive? Le secrétaire d'État qui est incarné par notre pote Guy Pearce. Et là, tu dis fuck yeah, c'est Guy Pearce. Tu dis ah, toi, je sais qui tu vas jouer dans le film, je sais pas pourquoi. Et donc là, Guy Pearce dit ouais, mais mollo, la CIA nous a dit c'est pas ça, on va se calmer. Mais Michael B. Jordan, il fait nique sa mère. No way, pas chez moi. Et donc, il va décider d'aller faire lui-même vengeance. Après, les mecs vont se rallier à lui. Ils vont aller partir en Russie, à Mourmansk, pour aller niquer la gueule à tous ces bâtards et découvrir la vérité. Et c'est là que le film devient intéressant, parce qu'en fait, tout se barre en sucette. Voilà. Donc, vous voyez, alors, l'univers de Tom Clancy, de manière générale, est volontiers droitard, pour ne pas dire plus. Donc, des techno-thrillers qui sont hyper efficaces, qui sont bien écrits, mais qui en termes de géopolitique sont assez partisans, on va dire, de manière générale. Là, c'est une adaptation qui n'en est pas une du bouquin Sans aucun remords, qui donc se passait après la guerre du Vietnam, où un mec allait foutre en l'air la moitié de Baltimore sur 2 volumes en 900 pages. C'était quand même un roman très dense et où il y avait beaucoup de morts, quand même, du coup. Donc là, c'est beaucoup plus ramassé. C'est écrit par le scénariste de Command Sharia et des 2 Sicario, qui s'appelle Taylor Sheridan, qui avait écrit du coup le précédent film de Stefano Sollima pour le cinéma, qui était la suite de Sicario. Donc Sollima, c'est le fils de son père, mais qui visiblement n'est pas tout à fait du même bord politique. C'est-à-dire, autant son père est avant bien ancré à gauche dans le genre marxiste, son fils aurait, on va dire, un peu plus droitard. Je ne dirais pas ambigu, parce que ça me paraît pas vraiment être dans l'ambiguïté. Mais néanmoins, ils ont je trouve, les mêmes qualités de mise en scène, c'est-à-dire ils ont un rapport assez sec à la violence et aux scènes de violence, et Dieu sait qu'il y en a dans ce film-là, qui donc est quand même d'une connerie cosmique assez abyssale. On en parlait un petit peu avant l'émission avec Erwan, nous n'avons pas vraiment la même vue du film. Moi, je voyais plus ça comme un film de Gerard Butler, mais bien mis en scène, alors que pour vous, Docteur, c'était un film de Steven Seagal, mais mieux mis en scène. C'est un remake d'Échec est mort, ouais. Qui est quand même un des meilleurs films de Steven. On lui tue sa femme, il va se venger. Enfin, voilà. Et à la fin, voilà. il a une barbe d'anard, tout ça. Voilà. Mais grand film. Mais justement, avec quand même ce truc, moi, que je Kill trouve to Death. Voilà, ce truc quand même, je trouve intéressant, qui est justement de faire dérailler en fait l'histoire au bout d'un moment. Et moi, c'est ça pour moi qui est le plus intéressant dans ce film-là, c'est que c'est une série B de luxe, faut pas se la cacher, avec les inconvénients et les qualités d'une série B de luxe, mais avec justement quand même moi ce truc cette petite surprise quand même que j'ai trouvé tout à fait agréable, qui est que quand ça commence à se barrer en Russie, on se dit voilà, ça y est, infiltration, ils vont réussir, ils vont buter les méchants, on va découvrir la vérité, puis c'est marre quoi. Sauf que pas du tout. C'est un peu plus compliqué que ça. Ils se font péter leur avion, complexe mais compliqué. Voilà, ils se font péter leur avion. Moi je trouve il y a une excellente scène dans l'avion. Il y a une super scène sous-marine où justement, c'est un truc tout bête, tu vois. Mais je me suis dit, je me suis dit toujours dans les scènes sous-marines, comment les mecs ils font pour tenir aussi longtemps sous l'eau. Et il résout le problème, c'est-à-dire qu'en fait, Michael B. Jordan est obligé de trouver des poches d'air pour pouvoir, même s'il est quand même super fort en apnée, mais il est quand même obligé de trouver des poches d'air. Et justement, il y a des petits effets de suspense comme ça, justement, sur cette carcasse qui s'enfonce dans la mer, et lui qui doit aller chercher un Zodiac pour pouvoir sauver ses gars qui sont au-dessus. C'est totalement improbable, mais c'est suffisamment intéressant. Et surtout, le truc, c'est que parce qu'ils ont comme très vite laissé tomber le domaine du réalisme on s'encarre complètement de la véracité politique. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça annonce en fait, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le film devient autre chose. Ça devient un film de siège. Parce qu'à un moment, ils se retrouvent dans une espèce de baraque, une espèce d'ancien hôtel, et ils sont à l'intérieur de l'hôtel, ils doivent essayer de sortir, et à l'extérieur, il y a des snipers et des flics qui leur tirent dessus. Et moi, je trouve snipers
qui tirent sur les flics Voilà. juste pour faire croire que c'est les, Voilà, que c'est les exactement. requins qui les butent. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, qu'ils se sont fait refaire, qu'ils se sont tous gentiment fait refaire. Ils se sont fait bien bananer. Voilà, qui se sont fait bien bananer et moi je trouve que c'est vraiment la partie la plus intéressante du film, c'est-à-dire que pour moi là il y a vraiment du suspense, il se passe des trucs, moi je me suis vraiment demandé, je me suis dit putain mais comment est-ce qu'ils vont faire comment est-ce qu'il va faire, et Michael B. Jordan, la manière dont il sort de l'immeuble, putain, déjà ça prend du temps, et puis alors ça va avec il y a du body count, hein, putain, je veux dire, ça reste pas rêvé quoi, enfin il y a du russe qui mais tombe, comme hein, je veux disais, dire. t'as vraiment une vibe années 90 quoi, avec des ficelles de scénario, tu dis putain mais vous faites pas encore ça, qu'on fait genre il y a un membre du commando qui va mourir, il fait, tu diras à ma fille que je les aime. Putain, mais vous faites encore ça en 2021? Moi, j'aime beaucoup ce genre de candeur, en fait, qu'on retrouve Mais encore. oui, complètement. Moi, j'ai Qui est quand même très étonnant de la part de tous les participants qui nous ont quand même habitués à des films un peu plus tenus en termes scénaristiques et en termes de plot, on va dire. Mais alors que là, pour le coup, ils sont un peu tous en sous-régime. pour moi, c'est la récré. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la récré. Hein. On sent que voilà, c'est pour faire mumuse. Parce que c'est cool de faire péter des trucs. Comme voilà, exactement. Le truc, c'est que le film est. Alors, tu le disais, Thomas, le film est d'une connerie cosmique abyssale. Tous les enjeux. Alors, c'est bizarre de la part de Taylor Sheridan. Un Tom Clancy, mais qui est vraiment genre raboté. Qui est un excellent scénariste. Hein. On avait beaucoup défendu Comancheria, notamment, qui est un film d'une. Ou sa série Yellowstone. Très très belle richesse. Et ici, tu as tous les enjeux. Que ce soit les enjeux géopolitiques ou les enjeux liés aux scènes d'action, par exemple le coup du Zodiac, qui sont torchés avec le cul, mais ça reste assez hallucinant. Mais c'est un film qui reste assez fascinant, parce qu'en effet, peut-être qu'on s'encarre, mais il me semble que ce Taylor Sheridan, voilà, il s'en fout du film. Je pense qu'il a beaucoup plus de talent que ça, et il s'est mis en mode lo-fi. Alors que quand même, avec un Tom Clancy, il y avait beaucoup de choses à faire, mais je pense que c'est la volonté du studio aussi de créer et de faire leur un Tom Clancy vert, justement, avec cette scène un peu générique qui annonce la création de Rainbow Six. Mais t'as l'impression que le film est tout pété en plus. Le film sort en 2021, mais il est déjà trop vieux. C'est un film qui est obsolète, anachronique. C'est peut-être ça qui le rend absolument fascinant. Les enjeux géopolitiques qui pourraient être très intéressants sont expédiés au bout de 2 lignes de dialogue de Guy Pearce. Alors moi, je suis très content de voir Guy Pearce. Le casting est mortel, hein, on va pas se cacher. Mais tu sais qui c'est complètement. Alors le film est obsolète, il est complètement con, certes, mais il y a quelque chose dont on arrive. Alors c'est nul, mais on arrive. Il y a une bonne vibe. Il y a une bonne vibe, et la bonne vibe, c'est quoi? C'est déjà la mise en scène de Solima, que je trouve extrêmement élégante. La direction de la photo est mortelle. La scène d'assaut dans la maison au début, sont superbes. avec le meurtre de la femme. Le film n'est pas surdécoupé, on comprend tout à fait l'action. Et puis surtout, moi, il y a quelque chose qui me fait marrer, c'est que c'est un film qui est brutal. Voilà. Et comme tu disais, le doc, ça body count à mort. Et il y a la scène dite de la camionnette. Moi, je l'ai pas vu arriver. J'ai explosé de rire devant une sécheresse pareille. Ligne de emballer ses pesées, pom pom pom. Ça dure peut-être 20 secondes. C'est la meilleure scène du film, à mon sens. Ça dure 20 secondes et c'est plaisir. Donc, rien que pour ça, rien que pour cette brutalité-là, pour assumer complètement le côté droitard, puis même le gouvernement pseudo-complotiste. Enfin, c'est un film qui techniquement n'a pas lieu d'être en 2021, mais pourtant on peut prendre un plaisir malgré la nullité absolue du truc. Enfin, on va pas se mentir. Et puis il y a Michael B. Jordan, que moi c'est un acteur que je suis depuis Friday Night Lights. Depuis The Wire, Thibaut. Depuis The Wire, mais j'étais vraiment tombé amoureux de ce mec dans Friday Night Lights, parce que je trouve qu'il a un putain de charisme, il a un corps magnifique. Il a une tête de bon gars, quoi. Ouais, il a une tête de bon gars. Et la scène de la prison, quand il défonce des gardiens là, dans sa cellule. C'est assez hallucinant. C'est d'une brutalité sans nom ici, et ça prend plaisir. Voilà, la scène pareille. Il y a Justine qui est en train de sourire en pensant au corps de Michael B. Jordan. Là. Mais voilà, tu te demandes pourquoi on a produit un film pareil, quoi. Enfin, Tom Clancy, enfin, je veux dire, on s'en fout de ce mec maintenant. Enfin, Ouais, mais Tom Clancy, il est mort il y a quelques années, mais il y a encore plein de jeux de vidéo qui se vendent sur son nom. Il fait encore plein de films, des séries. Ouais, donc il y a celle avec John Krasinski qui était produit par Amazon justement. Donc je pense que c'est leur volonté aussi du coup de faire dans une suite potentielle de ramener les mecs pour faire. Ce film reste une. Il y a Wendell Pierce en plus dans la série, un bug de The Wire. Donc ça, c'est quand même une qualité indéniable. Le film est une aberration. Après, le film se suit. Si on n'est pas trop regardant, le film se suit, comme tu disais. Hein, ça dure 1h40. Moi, je pense qu'il faut pas se tromper. Il faut pas le prendre pour ce que le film n'est pas. Je veux dire, c'est une série B. De luxe, mais c'est une série B. Et Solima, c'est un mec qui travaille
dans un esprit de série B. Ouais, Pour mais moi, le- c'est évident. Ouais, quoi. mais le truc aussi, c'est que je pense que tu avais d'assez fortes attentes, entre guillemets, avec un bouquin pareil, un scénariste pareil et un tel metteur en scène. Moi, Tu quand pouvais j'ai vu- dire qu'ils allaient faire un vrai Ouais, truc. moi, quand j'ai vu le titre sans aucun remords, je me suis dit effectivement, ouais, ça sent le titre de 96, quoi. Je veux dire, ça pourrait être, sauf que c'est pas réalisé par Philippe Noyce, quoi. Mm. Tu vois, Ah oui, Philippe Noyce. Ah oui, bah, qui en a fait un d'ailleurs, Philippe Noyce. Et mais justement, c'est un peu ce genre. Pour moi, Solima, c'est peut-être en plus maîtrise, même si moi je déteste pas hein, Philippe Noyce. Moi, il y a des films de Philippe Noyce que je trouve très bien. Hein. Genre Calme Blanc, par exemple, Blanc, qui est un c'est excellent super. film. Mais tu vois, mais qu'exactement ça, c'est-à-dire. Ça raconte pas quelque chose de incroyablement nouveau. Je veux dire, ça dit rien sur le monde. Par contre, si tu prends ça sous l'angle de la série B, c'est voilà, moi j'avoue que j'ai pas du tout boudé. Moi, je vois. Pour moi, c'est un peu comme Godzilla versus Kong. C'est stupidissime, mais c'est bien fait. pour peu que tu sois pas en train d'essayer d'avoir, enfin, pour peu que tu vois pas ça comme le film qui va te dire quelque chose du monde. Je veux dire, c'est un film qui est très très appréciable, quoi. Je veux dire, pour ce qu'il est, c'est-à-dire une série B de luxe. Et je pense qu'il faut vraiment pas le. Il y a pas de honte pour moi, c'est pas péjoratif du tout, quoi. Je veux dire, Et en avec le termes- côté droitard et tout ça, parce que ça va avec, quoi, tout ça. Moi, ça me fait penser à certains trucs des années 70, tu sais, à certains films des années 70. Où ça a l'air, c'est des petits films en termes de scénario, mais il y a des bonnes idées de réal, il y a des acteurs cassures, tu vois, tu vois, ça C'est pas ça film de Lenzi fonctionne. non plus, quoi. Ça fonctionne, voilà. Mais c'est pas si loin que ça de Don Siegel, par Mhm. exemple, sans vouloir, Ouais, ouais. voilà, toute proportion gardée. Toute raison, Mais ouais. tu vois, tu regardes Tuer Charlie Varick, par exemple, je tuerais Charlie Varick, c'est un scénario de série B. Enfin, je veux dire, c'est pas, voilà, moi j'aime bien ce cinéma-là, justement, ce cinéma qui n'essaye pas justement, péter plus haut que son quelque cul. part de péter plus haut que son cul, ou alors qu'il le fait, mais qui va le faire sur la mise en scène et pas sur l'histoire. Bah justement, en termes de mise en scène, c'est vrai que Solima, depuis son premier film Akab, qui était au début des années 2010, il creuse quand même la même manière de mettre en scène qui s'est vraiment systématisé depuis le deuxième Sicario et sa série qu'il a fait l'année dernière qui s'appelait 000, où il avait mis en scène les 2 premiers épisodes qui étaient un film en fait sur les trafics entre le Mexique, la Nouvelle-Orléans et puis la Calabre, qui se tenait pas tout du long, notamment parce que je trouve que vu que c'est pas lui qui met en scène toute la série, au bout d'un moment le truc commençait un petit peu à se dégonfler et il y avait plein de personnages qui étaient inutiles et hyper désagréables, alors que quand il tournait vraiment des scènes d'action et notamment toutes les scènes avec la mafia mexicaine, là pour le coup on voyait vraiment que c'était le truc qui te faisait kiffer, quoi. T'avais des scènes d'entraînement et puis des scènes d'assaut qui étaient hyper sèches, qui étaient ultra violentes, qui étaient vraiment brutales, et on sent que c'est ça qui l'intéresse lui, c'est cette violence des gangs, qui soit légal ou non, justement. Oui, C'est et puis cette idée du groupe, qui Ouais. est quand même un truc qui est très important chez lui, cette idée de la dynamique du groupe et comment les groupes chez dans Subura, dans Akab, il y a ça aussi. dans tous ces films, c'est-à-dire comment les groupes chez Solima sont des c'est jamais des braves types. Voilà, on n'a pas de, je veux dire, le héros chez Solima, je veux dire, à la limite, Michael B. Jordan, c'est encore ce qui se fait entre guillemets plus positif, sachant que le mec c'est un assassin hein, quand même, je veux dire, grosso merdo quoi, et qu'il a fait de la saloperie et qu'il le sait quoi, tu vois. Mais il y a une espèce de voilà, c'est-à-dire que il essaye pas de sauver ses personnages. Par contre, il montre toujours que ces personnages, dans leur rapport à la violence, dans leur rapport justement au groupe, à la cohésion de groupe, sont eux-mêmes enfermés par ce qu'ils pensent devoir célébrer, que ce soit le patriotisme américain dans Without Remorse, ou que ce soit la cohésion des forces de police dans Akab, et ça finit par se retourner contre eux, c'est-à-dire ça finit par les pourrir en fait, et tout le cinéma de Solima, on peut le considérer comme droitard. Pour moi, ça va un peu plus loin que ça quand même. Un peu plus que la droite. Non, c'est-à-dire que c'est pas juste réac, ça montre aussi, c'est-à-dire, effectivement il y a des aspects réac, mais je trouve que ça montre aussi comment les instruments de la violence sont détruits par la violence qu'ils appliquent. Et je trouve pas ça si droitard que ça, moi, personnellement, de montrer ça. C'est peut-être moins évident dans Without Remorse, ça plaît sans doute plus dans Sicario, oui. Ou dans Akab, ou même dans Subura, mais je trouve qu'il y a une certaine cohérence quand même, je trouve, thématique finalement, derrière ces scénarios un peu machin, tu vois, et c'est pour ça que le film, moi, moi, comme je me suis fait tous les Solima cette semaine, je trouve que c'est intéressant justement de voir la progression, voilà, et puis de la pas cohérence. le voir justement indépendamment, mais de le voir avec les autres Solima, parce que tu te rends compte que il creuse un sillon qu'on peut trouver un peu basique, un peu grossier, hein, mais voilà, c'est sûr qu'on on en a pas tellement non plus. C'est pas le royaume c'est pas le royaume de la grande subtilité. Mais pour moi, c'est pas si mal fichu que ça, en fait. Voilà. Et moi, j'avoue que les scènes d'action, je trouve que c'est un mec qui, moi, ça faisait longtemps que je me dis, tiens, enfin un mec qui sait filmer des scènes où c'est pas trop sombre, où c'est pas surdécoupé, où je comprends ce qui se passe. Ça fait mal.
Ouais, je Et comprends puis ça. pas de shaky cam, Pas de shaky non, cam, ouais. et puis des cadres qui sont posés, parce que c'est un mec qui cadre très bien. Ouais, Solima, un super c'est scope, tout ouais. ça. C'est un mec qui sait super bien cadrer, il sait bien où poser ses caméras. Et moi, par exemple, un truc que j'aime beaucoup chez Solima, c'est comment il fait exploser les voitures. Et les voitures explosent toujours dans les profondeurs de champ. C'est-à-dire que on te montre, il te fait pas des trucs sous plusieurs angles et tout ça. Non, c'est t'as toujours un personnage dans une bagnole. Par exemple, dans Sicario 2, où t'as Benicio del Toro qui balance une grenade, et voilà, et t'attends En quelques roulant, secondes, et tu vois la voiture derrière, la voiture qui Cool explose. guys don't look at explosions. Exactement. Ah bah par contre oui. Par contre oui. Et toute la scène de siège dans Without Remorse, moi je trouve que c'est une scène qui est extrêmement bien menée en termes de découpage et justement en termes de narration pour le coup. Même si la narration ne dit rien d'intéressant ou d'intelligent, mais par contre en termes d'efficacité cinématographique, moi je trouve que Solima c'est vraiment un mec à suivre. Par contre c'est pas un réalisateur, faut pas lui confier un truc de super-héros, il va se débrouiller avec ça. Lui il est bon dans le cinéma criminel quoi. Je pense que voilà, je vois pas trop réaliser des mélodrames pour l'instant en tout cas. Quoi. Pas trop. Mais en tout cas, c'est bien la preuve qu'ici, on n'aime pas que des films de gauche. Ouais, mais moi c'est des questions que je me pose pas trop quand je suis au cinéma. Je veux dire, c'est pas un film qui va remettre en cause, mais tu vois, faut vraiment que ça soit de la saloperie. Bah non, parce qu'en plus, vu le idéologique, nombre, tu vois, vu le nombre de films qu'on batte avec Gerard Butler, ouais, voilà. Non mais tu vois, pour moi, je veux dire, les films de BHL, je veux dire, c'est beaucoup plus droitard que tu Le vois. Serment de Voilà, Tobruk. tu vois, je veux dire Ça, j'ai vu, hein. tu vois que ça quoi. Je veux dire, voilà. on ferait un spécial BHL. Ça serait bien un jour, ouais. Ça serait bien un jour, mais ça serait saignant, ça serait va être saignant, douloureux, ouais. hein. Ouais, ça serait saignant, ouais. Mais voilà, pour moi, il y a des choses qui sont, qui se prétendent beaucoup plus progressistes et qui, à mon avis, sont beaucoup plus réactionnaires Oui. que ce genre de films-là, souvent, oui. qui sont des films qui finalement ne prêtent pas vraiment à conséquence, justement. Comme le scénario est un peu creux, le côté droitard est un peu creux aussi. On sent bien que c'est du ripollinage. C'est la droite de pacotille. Voilà, mais comme chez Butler, hein, je veux dire, voilà. Donc ce qui fait qu'on peut très bien. C'est plus de la naïveté. La naïveté politique. Non, c'est de la lourdeur, voilà, de la lourdeur idéologique. Mais enfin, des films lourds idéologiquement, malheureusement, je veux dire, c'est pas ça qui manque. En général, ils sont chiants. Donc, c'était Without Remorse de Stefano Sollima qui est sorti sur Amazon Prime la semaine passée. Donc voilà, moi j'ai pris personnellement beaucoup de plaisir à voir ça. Je ne comprends pas les tombereaux de merde que ce pauvre film se prend, que ça faisait comme un petit moment que j'avais pas vu un film d'action récent où je me suis dit ah putain c'est quand même cool de tuer des gens quoi. Et ça c'est bien. De tuer des Russes. Oui c'est vrai, c'est pas des gens. C'est péter des Russes. Dans le même genre, il faut voir l'affreux Nobody aussi. Ah oui, hein. C'est, avec Bob Odenkirk. Oui, avec un acteur un petit peu formidable quand même, mais qui est une sombre crotte. C'est un sous John Wick. Exactement. Il me semble que c'est le scénariste de John Wick qui est sur le projet. Et il est question aussi il est question de bagarre et de Russes aussi. Hein. Ouais, moi, s'il y a des bagarres, s'il y a des Russes et des bagarres. Et les bagarres sont comme dans le Solima, sont très on bien aura faites. beau dire quand même, hein. Hollywood essaye de faire passer les Arabes pour les méchants, mais les meilleurs, ça reste quand même les Russes. Hein. Bah, Ça, je vais te briser. ça marchera toujours, change hein. pas. Mais tu vois, quelque part, moi, le film m'a fait un peu penser à Universal Soldier, au 4e Universal Soldier. Toute proportion On va gardée, regarder encore une fois. plus. Mais avec ce même désir de prendre un matériau de série B et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut creuser dans un matériau de série B sur le plan formel, pas sur le plan thématique qui n'intéresse strictement pas le réalisateur, mais sur le plan comment est-ce qu'on peut se débrouiller pour faire quand même du cinéma avec pas une économie de série B, mais avec une mentalité de série B en fait. Bah non, mais dans le Solima, si t'enlèves le fond avec les grandes tirades à la gloire des États-Unis, il y a dans la forme et dans la chorégraphie de la baston, ça marche à fond quoi. Et c'est très divertissant, mais c'est tout. C'est du travail c'est vite oublié quoi. C'est aussi très bête. C'est du travail de professionnel. Donc voilà, on va s'arrêter là. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimoset. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la notion plus de grande vérité. merde des merdes. Carrément Fleuret. Alors, en parlant de série B, moi ça va être une série B fantastique de 1962, donc le Carnaval des âmes, Carnival of Soul de Herc Harvey. Voilà, le réalisateur, j'avais oublié le nom du réalisateur, qui est un cinéaste qui n'a fait que très peu de films. Il a surtout fait du cinéma, des spots de pub ou des films institutionnels. Et pourtant, il a réalisé ce chef-d'œuvre matriciel du cinéma fantastique, des images qui te collent la rétine et au cerveau et qui te marque, je pense, pour toute une vie de cinéphile. Ouais. Un espèce de spleen quasi antonionien
antonionien. Et puis voilà, et puis des morts vivants dans un parc d'attractions abandonné. Qu'est-ce que tu veux faire de plus cool que C'est ça? la grande influence de Romero. Par Il avait exemple, souvent dit. le film est dans le domaine public, il est disponible sur YouTube, ça dure 1h17, c'est un putain de chef-d'œuvre de la série B Fantastique. Docteur Erwan. Alors série B toujours, mais avec sans doute quelque chose d'un peu plus foutraque, mais néanmoins que moi j'ai trouvé très sympathique, qui est La Nuit de la Grande Chaleur de Terence Fisher, un film de 66-67, où je retrouve avec toujours le très grand plaisir Christopher Lee et Peter Cushing, que moi j'aime beaucoup, il pourrait jouer l'annuaire, il pourrait jouer les passes jaunes, que moi ça m'intéresserait quand même, avec donc une sombre histoire d'extraterrestres qui envahissent une petite île anglaise où ils font monter la température pour rendre les gens fous. Avec parabole sur le réchauffement climatique. Exactement, et avec la température montent également les pulsions de tous ces personnages de British frustrés qui éclatent. Ça chauffe dans les Bermudas, quoi. Ça sue à mort dans ce film-là. C'est un film moite. Voilà, il y a de l'odeur, et je me dis, l'odeur sur le plateau devait être pas mal, je pense. Ça sent la pisse, c'est pas le bénite. On sent que ça colle au bonbon quand même, tout ça. Donc c'est à la fois totalement, encore une fois de la série B. Au niveau scénaristique, c'est pas le film le plus ravageur du monde, mais c'est suffisamment sympathique pour et Terence Fisher, moi j'ai toujours une très grande sympathie pour Terence Fisher. Donc de voir tout ce monde-là se battre avec des filles en bikini un peu garces, des mecs un peu virils mais un peu frustrés. Enfin voilà, c'est britannique années 60. Moi j'ai trouvé ça très bien. Justine. On va quitter le cinéma de droite pour la littérature de droite. Ouais. Parce que c'est Le Grand Môme, un roman de ADG, qui je pense est le plus grand écrivain du monde. Dans mon panthéon en tout cas, il est très très haut placé, et à chaque fois que je lis un bouquin d'ADG, j'ai l'impression qu'il est encore plus formidable que celui d'avant. Je commence à me poser des questions sur ton orientation politique. Non, j'espère pas, mais donc je conseille à tous les amateurs de romans policiers et romans noirs, c'est peut-être l'un des plus grands. Ouais, je suis d'accord. Et moi, comme moi je suis un intellectuel et un cinéphile, ce sera un film de Ciné Lumet de 1983, inédit en France encore, qui s'appelle... c'est Daniel, qui normalement devrait ressortir, je crois, d'ici la fin de l'année, donc sur un jeune qui enquête sur ses parents qui ont été accusés d'être communistes, ont été exécutés comme des merdes de communistes, et donc ça va essayer de retracer tout son parcours familial et la question de l'engagement quand on est de gauche aux USA dans les années 60. C'est la même période qu'à bout de course, c'est ça aussi. Hein, donc c'est clairement pas funky du tout, et je trouve que par contre en termes d'émotion et en termes en termes de scénario, c'est peut-être un des plus beaux films de Lumet. C'est vraiment un film admirable. Donc voilà, on va s'arrêter là. Merci à Valentin, à la technique. Merci messieurs, merci mademoiselle. Prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut. Bonsoir.